This meeting is being recorded. Bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce séminaire de Boréa. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Gilda Alicia Cacavo, qui est postdoc dans deux laboratoires, le LSCE et l'Océan. Et donc, elle va nous parler de l'impact du changement climatique sur le biote de l'Antarctique. Euh, et donc, je vais lui laisser la parole. Je vous remercie à tous d'être présents. Donc, Gilda, la parole est à toi. Et puis après, on pourra se retrouver pour des questions ouvertes. Donc, merci beaucoup encore. Et puis, on a hâte de t'écouter. Merci beaucoup, Étienne. Et avec cette présentation, je vais commencer tout de suite. Alors, pour commencer, je voudrais vous présenter un peu mon concept de recherche qui a commencé pendant mon doctorat, a été plus approfondi pendant mon premier projet postdoctoral, qui était en Allemagne, et qui continue avec mon projet actuel ici en France, et que j'espère continuera avec la recherche que je propose dans ce moment. Et ce concept, donc, est l'intégrer les approches multidisciplinaires à cette fin de conserver et améliorer la gestion des espèces marines. Et j'ai vraiment commencé sur ce chemin pendant mon doctorat, qui a été effectué en Italie, à l'Università degli Studi di Padova, à Padoue. Et ma recherche de doctorat a focalisé sur cette petite espèce-là, qui s'appelle Plurogramma antarctica, connue comme le calandre antarctique. C'est une espèce clé dans le écosystème de plateau continental dans l'Antarctique. Et ensemble avec les petites crustacés d'eau froide krill, ils transfèrent l'énergie en eau de la hiérarchie producteur des producteurs primaires comme les planctons jusque les poissons prédateurs plus grands, les oiseaux, les mammifères, etc. Et donc, avec cette rôle clé, on a posé les questions de structure de population et santé des populations de ces groupes de poissons. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler pourquoi la structure de population est importante. Par rapport à la structure de population génétique, on a grossièrement un continuum entre un état de panmixie jusqu'à l'isolation sur un axe de divergence génétique. Comprendre la structure de la population d'une espèce peut informer sur les approches de conservation et gestion, apprendre en définissant, par exemple, les limites du nombre de prises et des zones de pêche, les limites, par exemple, des aires marines protégées. Et enfin, comprendre cette structure de population peut nous laisser identifier les zones avec des populations plus importantes d'un point de vue évolutif. Et donc, en fin de compte, l'approche pour ma recherche doctorale était d'utiliser deux différents proxys, les génétiques et quelque chose qui s'appelle la chimie d'autolite, pour tester les hypothèses de structure de population dans la calandre antarctique. Et donc, comme proxy de apparentement, j'ai utilisé les microsatellites qui font partie de l'ADN qui n'est pas sous la pression de sélection parce que ce type d'ADN ne code pas pour les protéines. Donc, les changements dans les microsatellites sont liés seulement aux différences en parentage et donc différences éventuelles dans l'échange des individus entre les différentes populations. La deuxième méthode que j'ai employée s'appelle cette chimie d'autolite. Et c'est en effet les analyses des éléments traces encrustés dans les couches successives des os d'oreilles de poisson. Était une autre technique puissante pour évaluer la structure de population basée à la place apparentement sur la provenance des individus. Et ici, ce qu'on voit là, c'est une coupe transversale de l'otolite. Et en effet, les éléments traces incrustés dans le centre ou le nucléus de l'otolite reflètent l'environnement natal du poisson. Et pendant la vie du poisson, représenté par les anneaux concentriques de l'otolite, si le poisson change son occupation de masse d'eau, le profil des éléments traces va changer. Jusque le bord d'otolite, les éléments dans lesquels sont représentatifs dans l'environnement où le poisson était pris. Et donc, avec ces deux méthodes, notre but était de développer et d'écrire
et testé une hypothèse d'histoire de vie. Et cette hypothèse d'histoire de vie pour la calandre antarctique était à base de ces interactions physico-biologiques, et en particulier dans la zone de plateau continental et le talus continental dans l'Antarctique. Donc, on voit ici un extrait régional autour du continent de la mer de Weddell. Et l'idée, c'était que ces interactions physico-biologiques entraînent une hypothèse d'histoire de vie des Groenlandres caractérisée par un cycle de reproduction et mouvement dans ces structures qui s'appellent les crocs glaciaires, comme ça. L'idée, c'est donc que les poissons frais à bord de plateformes de glace où ils développent et dans un environnement particulier à cette plateforme, à le bord de plateforme de glace, dans cet environnement qui s'appelle platelet ice. Et cet environnement-là offre aux larves de la protection de prédateurs, mais en plus de ça, une abondance riche de proies. Et en développant, les larves vont de superficie de l'eau et ils descendent dans le colonne d'eau jusqu'au point d'être dispersés avec des courants de talus qui sortent vers les courants de crocs qui vont vers le talus continental. Et c'est à ce point-là où les poissons peuvent rencontrer des courants qui passent long du talus continental. Et c'est à ce point-là que c'est possible qu'il y a des individus qui sont divergés de leur population locale vers des autres systèmes de crocs glaciaires à côté ou dans des autres régions, mais la majorité des individus reprend les mêmes courants de crue qui vont retourner vers la plateforme de glace et à ce point-là, ils répètent le cycle de reproduction. Donc ça, c'est l'hypothèse d'histoire de vie de calandre antarctique qu'on voulait tester avec ces deux méthodes-là. Et la conclusion principale, en effet, de ma recherche doctorale, c'était que leur population circumpolaire était fortement liée au courant. Deux courants en particulier, le courant de talus et le courant circumpolaire. Les deux qui sont circumpolaires, mais une qui est plus loin et plus proche au talus et une autre qui est toujours sous le talus. Et en effet, cette série de cartes-là montre les provenances de mes différents échantillons et les flèches colorées représentent les différents courants et aussi dérivés régionaux de ces courants qui étaient importants pour la connectivité des populations dans ces zones-là. Mais on avait des exceptions à cette règle. En utilisant la variation de marqueurs d'ADN dans l'ensemble des données qu'on avait, en faisant un Principal Coordinate Analysis, c'était possible de voir qu'il y avait en effet deux populations régionales qui étaient perceptibles des restes. La population dans l'ouest de péninsule antarctique et la population autour des îles de South Orkney. Et ce que ces deux populations ont en commun, c'est qu'elles sont moins bien connectées par les systèmes de courant que les autres. Et donc, en conclusion, la combinaison des méthodes sur l'analyse de chimie d'otolithes sur la provenance et la génétique sur l'apparentement a représenté un modèle réussi d'ensemble d'approches pour répondre aux questions de structure de population marine dans l'Antarctique en soulignant l'importance des courants dans la connectivité des populations. Et avec mon projet successif, l'idée, c'était d'appliquer similaires approches pour tester des hypothèses de structure de population, mais maintenant sur un poisson antarctique pêché, c'est-à-dire la légine antarctique de Sosticus mawsoni. Ce projet était financé par la Fondation Humboldt en Allemagne et je l'ai effectué au Berlin Center for Genomics and Biodiversity Research, ou BGenDiv, et au Alfred Wegener Institute. Pour vous introduire un petit peu à la légine antarctique, ça fait partie de la phylogénie de clade des poissons antarctiques qui s'y trouve ici à gauche. Et en effet, la légine antarctique fait partie du sous-ordre Nototenioides, souligné au-dessous tout à gauche. Et elle est une des plus grands poissons dans l'Antarctique, en arrivant jusqu'à 2 mètres de longueur. Elle a une distribution circumpolaire en habitant les zones de plateaux, talus continentaux, ainsi que les monts sous-marins, toujours à l'intérieur de la limite naturelle semi-perméable du courant circumpolaire antarctique. La légine en soi, c'est une top prédateur poisson, mais en plus, c'est une espèce de proie importante pour les baleines et les phoques.
Et au-delà de son valeur au écosystème, la légine antarctique, avec l'espèce étroitement liée, la légine australe Disostachys eleginoides, comptent ensemble comme les plus importantes pêches dans l'océan austral en termes de revenus, en réalisant une valeur de presque un demi-milliard de dollars américains par an. Ici, on voit un extrait de la prise légale de Disostachys mawsoni depuis la fin des années 90 jusqu'à la fin des années 2000. Et on voit une augmentation importante au début des années 2000 de la prise avant de se stabiliser, se stabiliser au niveau qu'on continue de voir aujourd'hui. Et dans cette carte-là, à la figure ici, on montre les zones de l'océan austral qui sont en train de vivre un intérêt de pêche ONOS. Et les cercles bleus en particulier représentent les zones qui sont en train de vivre un intérêt de pêche de la légine ONOS. CAMLA, ou le Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, est chargé de la gestion de toutes les espèces exploitées dans les espaces marins sur leur juridiction dans l'océan austral. Et leur but est d'être à jour de l'intérêt de pêche ONOS, tout en équilibrant la durabilité de la pêche et ses impacts sur l'écosystème. Donc, l'objectif de mon projet en Allemagne était d'informer la gestion de pêche durable de la légine antarctique avec l'utilisation des génomiques et la chimie d'autolithe pour tester les hypothèses de structure de population. Donc, pour ce premier projet postdoctoral, j'ai passé de méthodes génétiques à génomiques, et en particulier les techniques de représentation réduite de génome, qui sont appelées comme techniques associées aux restrictions ou techniques RAD-sec. Et ces techniques RAD permettent l'identification d'une quantité de marqueurs de variabilité génomique on appelle ces marqueurs fréquemment SNPs, de plusieurs ordres de grandeur plus grands que ceux qu'on peut voir avec, par exemple, les microsatellites. Donc, ces techniques impliquent très vite l'utilisation des enzymes qui coupent le génome d'une façon assez régulière. Et après, on peut sélectionner des fragments d'une certaine taille et compose à la suite des marqueurs uniques à un tel individu. Et ces marqueurs représentent plus ou moins 1% du génome entier. Et dans cette façon, on peut avoir des marqueurs de variabilité génomique qui sont comparables entre les individus. Mais au-delà de ce séquençage de représentation réduite, récemment, c'est sorti même la possibilité d'aller au-delà des méthodes de représentation réduite jusqu'au reséquençage du génome entier. Et ces méthodes-là représentent un bond significatif dans notre capacité d'étudier la génétique des populations, vu que le reséquençage de génome entier a la capacité de générer plusieurs millions de marqueurs de SNP à la place de, par exemple, 1000 ou 100 000 ou quelque chose comme ça. Et donc, avec ces méthodes génomiques, plus la chimie d'autolithe, comme utilisée pendant le projet doctorat, le but était de tester variées hypothèses de structure de population dans la légine. Et en effet, jusqu'à ce point-là, il avait des travaux précédents basés sur plusieurs méthodes, en plus de génétique, chimie d'autolithe, analyse des traits d'histoire de vie, capteur marquage, récapteur, etc., qui ne pouvaient pas résoudre la structure de population de légine antarctique. Et donc, il existait encore plusieurs hypothèses potentielles de différentes populations autour de l'Antarctique. Et donc, ma recherche de cette époque, en plus de ça, de plusieurs groupes de recherche internationales, était de chercher de définir une ligne de base de structure de population sur laquelle on pouvait éventuellement développer un travail de monitorage continu. Et donc, l'idée, c'était sur l'échelle circumpolaire et régionale, clarifier cette structure. Et en effet, sur cette carte-là, ce qu'on voit sont les zones de gestion de CAMLAR en rose. En plus, les formes et cercles verts sont les provenances de mes différents échantillons pour le projet. Et les hypothèses que j'ai testées, c'était entre d'avoir une panmixie une métapopulation autour de l'Antarctique ou plusieurs
populations autour de l'Antarctique qui sont connectées avec potentiellement deux différentes méthodes. De la vie de transport de l'Est avec le courant circumpolaire antarctique ou le ACC, ou avec le voie de transport l'Ouest avec le courant de talus antarctique ou le ASC. Et donc, avec ces deux types de données que j'ai générées pour le projet, donc les données génomiques, qui étaient les séquences de représentation réduite faites avec le RADSEQ, plus des échantillons pour lesquels on a reséquencé le génome entier, et des analyses d'éléments de traces d'une certaine portion de nos échantillons, où on a fait des ablations avec une femtolaser sur les otolithes et pour laquelle on a mesuré les éléments de traces avec une element mass spec après les ablations des bords d'otolithes, le nucléus de l'otolithe, en plus des transects entre les deux. C'est vrai que ces analyses sont encore en train d'être finalisées, mais très vite, je vous présente des résultats préliminaires. Sur l'échelle régionale, on a focalisé sur le maire de Weddell et en particulier 3 zones de gestion de pêche en particulier. Et le maire de Weddell est important parce qu'il y a beaucoup de programmes pour une aire marine protégée là. Et donc, le plus qu'on peut informer la connectivité de la population, des populations là, le plus on peut informer le développement et passage de cette aire marine protégée. En utilisant les analyses de PCA et admixture, on ne pouvait pas trop voir de structure de population évidente sur cette échelle régionale dans le maire de Weddell. Et cet résultat a soutenu l'hypothèse de l'influence du courant ACC qui connecte les zones l'ouest à l'est. Sur l'échelle circumpolaire, par contre, en utilisant le reséquençage du génome entier avec des échantillons qui étaient partout dans l'Antarctique et qui avaient aussi une gamme temporale entre poissons qui étaient pris en 2001 jusqu'à poissons qui étaient pris en 2020, en utilisant les mêmes analyses comme pour l'échelle régionale. Ce qui sort est que la structure de population il y a un peu là, mais c'est pas nécessairement lié à la géographie. Et en effet, on est en train de finir ces analyses-là en considérant en particulier l'influence de cohortes et s'il y a des patterns de changement de structure pendant les générations pour essayer d'expliquer cette hétérogénéité génétique qui est quand même observée dans ces données. Donc, ça nous porte à mon projet actuel qui s'appelle Climate Genomics of Antarctic Toothfish ou ClimGenAT, qui est en train d'être effectué à LSCA, l'Océan, avec une collaboration avec Genoscope. Et on est toujours sur la même espèce, la légine antarctique. Mais avant de vous parler de ce projet-là, j'aimerais expliquer qu'est-ce que veut dire ce génomique de climat. Et on peut donner un peu de contexte à ça. Donc, nous savons que les régions polaires sont parmi les plus vulnérables aux impacts des changements climatiques, vu l'amplification polaire des manifestations physiques, en plus les risques aux biotes spécialisés pour persister dans des conditions extrêmes et particulières à ces régions. Et donc, un des objectifs des scientifiques comme moi, qui se trouvent à l'interface entre les sciences du climat d'un côté et l'écologie de l'autre, est de s'en occuper des trous entre ces deux domaines. C'est-à-dire, comment est-ce que, par exemple, intégrer les données environnementaux et les prédictions des sciences de climat dans les modèles écologiques de la biodiversité? Et à l'inverse, comment est-ce qu'on intègre les données de biodiversité dans les modèles de changement environnemental de sciences de climat? Et un des trous, et ces trous dont je parlais, viennent d'un manque de collaboration entre les écologistes et les climatologues. Les projections, par exemple, de climat manquent les données sur l'étendue à laquelle la biodiversité soutient des processus clés environnementaux et les prédictions écologiques et les associations entre le génome et l'environnement ont besoin d'une meilleure intégration des données environnementaux des Earth System Models.
Donc, ce domaine de génomique de climat qui est relativement nouveau se trouve à cette interface-là, avec des approches écologiques qui ont l'objectif de réduire ces écarts dans notre capacité de prédire les impacts de réchauffement climatique sur les écosystèmes. Donc, malgré le fait que le domaine est relativement nouveau, il y a déjà pas mal des études qui utilisent les approches que j'appellerais les approches de génomique de climat, qui s'occupent de ce défi de protéger les écosystèmes à risque de changement climatique. Ces approches principales sont l'association des génotypes et l'environnement et les modèles de distribution des espèces qui sont informés par la génétique. Donc, je vous explique un petit peu qu'est-ce qu'il implique ces deux approches pour qu'on puisse mieux comprendre leur puissance. Et en premier, l'association des génotypes environnement. Pour effectuer une telle analyse GEA, il faut deux ingrédients principaux. Le premier, c'est un groupe de variables environnementales. Là, on pense des variables qui sont pertinentes à notre espèce d'intérêt, mais en plus qui reflètent les impacts du changement climatique dans l'écosystème de notre espèce d'intérêt. Et pour plusieurs espèces marines, ces variables peuvent être température de surface, salinité d'eau, concentration de chlorophylle A, etc. Et notre deuxième ingrédient serait une proxy de variation génétique. Dans ce cas-là, on parle des marqueurs génétiques qui seront par exemple les single nucleotide polymorphisms dont j'ai parlé avant, ces marqueurs qui s'appellent SNPs. Et en effet, ceux qui en cherchent sont des variants dans ce marqueur. Et ces variants dans les marqueurs sont ceux qu'on appelle les allyles. Et on peut générer type jusqu'à 1000, 100 000 ou même millions de ces types de variants de marqueurs. Et ce qu'on mesure, c'est les fréquences, les différentes fréquences de ces allyles entre nos groupes de comparaison. Et ça devient notre proxy de variation génétique. Mais je veux souligner un point là sur la variation, qui est la différence entre la variation fonctionnelle et neutre. C'est-à-dire, jusque maintenant, quand on parlait de génétique de population, on parlait de variation neutre. Ça veut dire c'est la variation qui vient seulement à cause de différences des échanges d'individus et des différences de parentage entre les populations. Par contre, la variation fonctionnelle, c'est la variation génomique pour laquelle il y a une force de sélection externe. Ça pourrait venir de l'environnement, ça pourrait prendre la forme de sélection sexuelle ou dans les domaines des animaux domestiques, par exemple la sélection domestique. Et donc ici, quand on utilise l'association de génotypes et environnement, on parle des génotypes de la variation fonctionnelle. Et avec l'ensemble de ces deux ingrédients, ce qu'on peut commencer à faire est comprendre qu'est-ce que c'est la réponse adaptative à la hétérogénéité spatiale dans notre espèce d'intérêt. Par rapport aux modèles de distribution d'espèces informés par la génétique, on commence tout d'abord avec les mêmes ingrédients pour la GEA, c'est-à-dire variable environnementale et notre proxy de variation génétique fonctionnelle. Mais là, on ajoute en plus des données de l'occurrence de l'espèce. Et avec ces trois components-là, on a la capacité de projeter la potentiel adaptative à travers le temps et à travers l'espace. À travers l'espace, ça veut dire qu'on a une conception donc de la pression adaptative, pas seulement où on a nos échantillons, mais en plus où on a une potentielle distribution de notre espèce. Et pour le temps, ça veut dire qu'on peut utiliser des scénarios de changement climatique, des différents scénarios SSP, par exemple, pour prédire comment la pression adaptative va changer pendant le temps. Donc, avec cette connaissance-là, on revient dans le cadre de mon projet actuel et je vous rappelle deux corps internationaux dont je parlais avant qui gèrent la pêche antarctique, cette organisation CAMLAR. Et je parle d'eux encore une fois parce qu'une des trucs critiques dans leur gestion est la manque des données sur l'impact du réchauffement climatique sur les histoires de vie et la distribution des poissons antarctiques. Et en effet, les œufs et les larves de la légine antarctique sont fortement liés au bord de glace de mer et dépendent sur la circulation hydrographique pour transporter les poissons jaunes des zones de crèche sur les monts sous-marins plus loin du continent aux zones de développement sur le plateau continental. Et c'est tout à fait
possible que le changement climatique peut avoir un impact sur la position et consistance de bord de mer, plus l'intensité et position des courants qui peuvent avoir un grave impact sur les poissons de la légine antarctique. Et donc, dans ce contexte-là, l'objectif de ma recherche ici à IPSL est d'utiliser les associations de génotype et environnement, le GEA, et les modèles de distribution d'espèces informées par la génétique, le GSDM, dans un contexte de modélisation de la circulation pour tester des hypothèses liées aux impacts de réchauffement climatique sur la légine antarctique. En premier, cette carte de l'Antarctique qu'on regarde là, ça inclut les zones roses, vous rappelez, qui sont les zones de gestion de la pêche de camelar. Mais les zones colorées qu'on voit en rouge et bleu représentent les régions de l'océan austral qui sont en train de subir des tendances de réchauffement et de refroidissement respectivement. Donc, avec ce contexte, ma première question est qu'est-ce que c'est l'impact de réchauffement climatique sur les génomes de la légine antarctique, tout simplement? Et pour répondre à cette première question, la première hypothèse que j'évalue, c'est si les populations de la légine antarctique qui subissent plus de changements environnementaux à cause du réchauffement climatique montreront des signatures de l'adaptation qui sont plus fortes dans leur génome. Et donc, ça nous porte à la deuxième question, qui est donc comment est-ce que le réchauffement climatique impactera la distribution et la connectivité de la légine antarctique? Et pour cette deuxième question, la première hypothèse qu'on a, c'est que est-ce que c'est possible que les distributions de la légine antarctique vont déplacer et compter plus sur certains frayeurs qui sont invariablement recouverts par le glace de mer et qui sont associés avec des chemins de circulation qui sont moins variables. Et lié à cette deuxième hypothèse, je veux savoir si ces déplacements des distributions des différentes populations baisseraient en effet la connectivité entre les populations avec le résultat qu'en effet, il y aura plus d'isolation de population qui réduira la résilience en soi des populations qui sont déjà en train de subir les impacts les plus graves du réchauffement climatique. Et pendant cette recherche, il y a plusieurs considérations qu'on va vouloir garder en esprit. Le premier en étant cohorte. Vu que c'est un poisson là qui vit jusqu'à 30 ans et qui a maturité sexuelle à 2 ans, 15 ans, on veut être sûr que nos groupes de comparaison, ils n'ont pas trop de différence de distribution d'âge parce qu'il y a tout à fait la possibilité que la structure de population et l'adaptation locale peut changer avec le temps. Sexe pourrait être un facteur qui joue sur nos résultats, dans le sens que il y a des évidences que l'ADN mitochondrial, qui est matrilinéalement inhérité, montre des structures de population génétique dans la légine antarctique qui n'est pas remarqué qu'on utilise des marqueurs d'ADN nucléaire qui sont inhérités des deux parents. Et ça veut dire que c'est possible qu'on a des différences entre les sexes avec la structure de population et les impacts. Et donc, pour ça, on aura les groupes, on va vouloir avoir les groupes qui sont plus ou moins égales par rapport à les proportions des mâles et femelles dedans. La pression de pêche en soi peut impacter l'adaptation, c'est-à-dire réduire les histoires de vie, accélérer la maturation, diminuer la croissance. Et donc, au plus possible, on va essayer de contrôler aussi pour la pression de pêche entre nos groupes de comparaison. Et enfin, la structure de population génétique qui vient des facteurs neutres, on aura envie de contrôler pour ça aussi quand on effectue ces analyses. Le résultat de tout ça, de ce projet, sera l'idée de façonner la gestion précautionneuse de la pêche pour la légine en considérant les impacts de réchauffement climatique. Mais en plus de simplement appliquer ça à la légine antarctique, l'idée, c'est qu'avec cette recherche, on peut établir un modèle pour les études des impacts de réchauffement climatique sur les espèces et les écosystèmes dans l'océan austral et au-delà. Donc, j'arrive sur la dernière partie de ce séminaire. Et cette dernière partie
commence avec les questions clés qui sortent de ma recherche jusque maintenant. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'ils sont les impacts du changement climatique sur le biote, cible non antarctique, mais subantarctique? Et si l'étape de vie plus à risque et à changement climatique, c'est l'étape précoce, comment nous comprenons mieux la vie précoce des espèces d'intérêt? Et en suivant de ça, si on détecte l'adaptation dans notre espèce d'intérêt, qu'est-ce que c'est la fonction des gènes qu'on détecte qu'on est sous sélection pour avoir une compréhension mécanistique de ces processus? Et enfin, comment nous pouvons intégrer tout ça dans notre gestion de la pêche et l'environnement en réponse au changement climatique? Donc, pour la première question, il faut rendre compte que même si nous sommes dans le même océan austral, dans l'Antarctique et subantarctique, les impacts subis par le biote dans les deux systèmes sont bien différents, et pas seulement à cause de leur position disparate latitudinale. Dans l'Antarctique, nous pensons bien sûr de réchauffement, mais aussi des augmentations de variabilité dans les conditions qui étaient jusque-là assez stables. Mais en plus, on pense de l'impact de baisse de salinité de l'eau à cause de fondements de glace et des plateformes de glace. Et cet impact de diminution de salinité sur les courants et sur la production primaire. En tournant maintenant vers le subantarctique, oui, bien sûr, on pense de réchauffement, mais on pense aussi des activités humaines, les interactions avec les écosystèmes subtropicaux qui peuvent changer avec le changement climatique et avec l'introduction des polluants et aussi l'invasion des espèces. En plus, il faut rendre compte que quand on parle de l'Antarctique et subantarctique, l'Antarctique est un continent avec son plateau continental et talus continental autour qui est tout connecté d'une façon assez continue par différents systèmes hydrographiques. Par contre, le subantarctique, quand on parle de ça, on parle de différentes îles qui sont montrées ici en rouge, avec pas mal de distance entre eux, aussi des systèmes de biodiversité au-dessus de monts sous-marins. Et donc, l'idée là, c'est qu'on a un très différent type de connectivité entre ces systèmes autour le subantarctique que autour l'Antarctique. Et donc, pour bien étudier ces deux systèmes et bien étendre les méthodes que je développe en génomique de climat dans ces deux systèmes, je propose de se diversifier ma recherche future pour inclure la légine antarctique plus la légine australe, cette espèce étroitement liée. Comme vous pouvez voir dans cette carte-là, la distribution de la légine antarctique dans les cercles rouges est bien représentative du système antarctique, pendant ce temps que la distribution de légine australe avec les cercles bleus sont bien représentatifs du système subantarctique. Et vu qu'ils ont un rôle assez similaire dans leur écosystème respectif, une compréhension des pressions adaptatives sur la légine australe, en particulier pendant l'étape précoce de vie, nous laisserait l'opportunité de bien comprendre qu'elles sont les populations de la légine australe et donc les écosystèmes subantarctiques qui sont les plus à risque. Et donc, dans ce cadre de focalisation sur deux espèces clés qui sont tous les deux exploitées, vulnérables et représentatifs des deux systèmes dans l'océan austral, je vais dérouler ma recherche proposée en suivant les axes suivants. Le premier axe-là impliquera les associations de génotype et environnement, au GEA, sur les deux espèces. Deuxième axe focalisera sur l'histoire précoce de la vie des deux espèces. Et après, on aura un troisième axe informé par les deux qui impliquera les modèles de distribution d'espèces informés par la génétique, mais en plus, l'analyse fonctionnelle des marqueurs adaptatifs en effectuant quelque chose qui s'appelle une étude d'association de génome entier ou avec l'acronyme, c'est décrit GWAS. Et après, on aura aussi un axe transversal avec lequel on va intégrer les livrables de chaque axe dans la gestion de la pêche et de l'environnement à travers l'organisation du CAMLAR.
Donc, avec cette première axe, oui, on va étendre le projet actuel d'IPSL à la Légine australe, mais en plus, on veut tenter un nouvel échantillonnage des larves de 2 espèces pour mieux capturer les impacts les plus récents et bien standardiser aussi la cohorte investiguée. De ces larves, on va générer les données génomiques dans la forme de SNPs adaptatifs, mais en plus, on veut poser plus de questions sur la représentation dans l'environnement. C'est-à-dire, comment on représente l'environnement auquel les légines sont exposées pour identifier le mieux possible les variables adaptatives dans l'environnement qui sont en train de pousser l'adaptation. Donc, les questions sur ça sont, par exemple, l'échelle à laquelle on dérive nos variables. Et quand je parle d'échelle là, je parle d'échelle temporale, type le jour, le mois, saison, et géographique. Après, définir les caractéristiques qui sont importantes, qui doivent être résolues dans les modèles desquels je dérive mes variables environnementaux. Et enfin, les variables environnementaux en soi qui sont les plus pertinents pour représenter l'expérience des légines, mais en plus l'impact des changements climatiques dans leurs écosystèmes. Et avec cette deuxième axe, on va vouloir répondre aux 2 questions suivantes. Est-ce que les frayères sont partagées ou indépendantes pour les 2 espèces? Et où est-ce qu'elles sont, ces frayères? Pour la première question, on peut utiliser cette méthode de chimie d'autolithe comme dans mon projet de doctorat et mon projet en Allemagne. Et pour cette deuxième question, je veux lancer l'utilisation des marqueurs de frais, qui est une technologie nouvelle qui impliquera un très petit émetteur acoustique, ici A, qui est inséré dans les ovaires de poissons avec l'outil B. Donc, quand le poisson frais, la sortie acoustique est détectée par le module D qui est attaché au marqueur de satellite ici à C. Ce marqueur de satellite, PSAT en anglais, au Pop-Off Satellite Tag, au moment du frais, va détacher du poisson et arriverait jusqu'à la surface d'eau où il enverrait ses coordonnées pour indiquer la localisation d'événements de frais. Mais ce système de marqueurs de frais ramasse pas seulement les données de localisation de frais, mais en plus enregistre le profondeur de frais, température, luminosité, en plus d'avoir des moyennes quotidiennes jusqu'au moment d'événements de frais sur température, profondeur, accélération, champ magnétique de poissons. Cette technologie ce sera en collaboration avec NOAA aux États-Unis et avec Christopher Jones en particulier. Et enfin, on va intégrer les résultats des premières 2 axes dans un 3e axe où on va bien sûr étendre le projet actuel à l'IPSL, à la Légine australe, en intégrant nos nouveaux échantillons de larves, les données sur la localisation et dynamique des frayères des 2 espèces, mais pour créer ou mettre à jour de la modélisation de distribution d'espèces pour les 2 espèces, soit actuelle, aussi l'actuel et du futur. Et avec ça, on veut en plus avoir cette idée de fonctionnalité de l'adaptation pour comprendre les mécanismes au-dessus. Et ce type d'analyse va nous laisser répondre aux questions quels gènes sont suppression de sélection à cause du changement climatique? Et ça va nous aider aussi de décrire des proxys d'adaptation qui vont au-delà de simplement utiliser les SNPs. Et pendant la durée du projet, on aura toujours cet axe transversal avec les intégrations des livrables de projet dans la gestion de l'environnement et la pêche à travers CAMLAR. Et chaque axe a quelque chose à porter. Les variables environnementales qui sont liées à l'adaptation, les populations qui sont sous la pression d'adaptation de premier axe. Du deuxième axe, bien sûr, le point jusque quand les populations sont mélangées, l'identification et localisation de frayeurs et les distributions qu'on peut dire au-delà de où on a les échantillons de légines actuelles et aussi cette capacité de projeter dans l'avenir, en plus d'une compréhension fonctionnelle de l'adaptation.
Pour conclure, je veux retourner à une des premières diapositives sur mon concept de recherche. Et j'espère que j'ai pu bien démontrer que la recherche pendant mon doctorat, postdoc première et actuelle, et ma recherche proposée est toujours avec ce but d'utiliser les approches multidisciplinaires pour la conservation des espèces marines. Et j'espère avec cette recherche proposée que je propose dans le contexte d'une Concorde CNRS en 2024, que j'aurai la possibilité de continuer ce trajet en ajoutant des flèches à ce schéma-là. À la fin, je veux reconnaître mes collaborateurs encore et pour ma recherche proposée. Donc, pour le projet Humboldt, pour lequel je suis encore en train de publier les papiers, je veux reconnaître Larissa Arantes et Camilla Mazzoni de BeGenDiv et Thomas Braid de AVI. Et pour le projet actuel, ici à IPSL, Marion Guelen de LSCE, Francesco De Vidio de l'Océan et Olivier Géon à Gynoscope. Et pour la recherche proposée, je vais travailler avec Clara Perron, Eric Goberville et Boris Leroy qui sont à Boréa sur les parties sur l'échantillonnage, intégration dans la gestion et la modélisation de distribution d'espèces. Pour les parties génomiques du projet, je vais travailler avec Agnès Détail, Stefano Mona et Pierre de Ville-Murray à l'ICIEB. Pour la chimie d'autolite, j'ai une collaboration avec Hélène Taberet à l'Université de Pau. Et pour les marqueurs de frais, comme j'avais dit, une collaboration avec Christopher Jones à NOAA. Et bien sûr, j'ai beaucoup plus de collaborateurs que je n'ai pas le temps à mentionner là. Mais enfin, j'espère de pouvoir encourager des collaborations avec des gens intéressés ici à Boréa. Je vous encourage de me contacter. Je serai ravie de rencontrer avec vous en personne si vous êtes à Paris ou en ligne si vous êtes ailleurs pour parler plus des collaborations et synergies potentielles. Donc, je vous laisse mes infos de contact et je vous remercie pour l'attention et je serai contente de recevoir vos questions. Bien, merci beaucoup Gilda. Merci pour cet exposé vraiment intéressant et intégrateur de ton doctorat jusqu'à maintenant. Merci à toi et on va pouvoir prendre des questions. Tu veux que j'arrête mon partage ou... Tu peux le laisser et puis OK. comme vous pouvez aussi remettre vos caméras et puis voir voilà. S'il y a besoin de revenir sur certaines de tes diapositives, pas de problème. Par contre, je vais arrêter l'enregistrement maintenant.